que je vous propose, c'est qu'on passe à la phase, à la réforme du second cycle des études médicales, puisqu'on est bien avancé, on a pris du temps de discussion, et c'est Benoît Weber qui coordonne cette R2C missionnée par les deux cabinets. Je vais te donner la possibilité, Benoît, de partager ton écran. Je préférerais, Luc, que tu projettes directement, si ça ne t'ennuie pas. Je t'ai envoyé le diaporama, parce que j'ai toujours des soucis quand je partage mon écran avec mon Mac. Ça devrait être bon. Tu m'as donné la possibilité de partager mon écran, mais une fois encore, je préférais que tu projettes de l'ordinateur, de ton ordinateur. Ah, d'accord. Parfait, merci beaucoup, Luc. Merci de me donner la parole sur ce sujet important. J'espère que vous m'entendez comme il convient. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bon, j'ai aucun retour, donc c'est un petit peu inquiétant. Oui, oui, on vous entend bien. On vous entend. Parfait, merci beaucoup. Voilà, quelques mots sur cette R2C que je voudrais remettre dans le contexte général, qui est cette réforme complète des études médicales. Comme cela a été déjà dit, 3 réformes en 5 ans, réforme de tous les cycles, avec un objectif affiché par les cabinets, qui était la refonte des études médicales dans une vision qui se veut globale et cohérente, et surtout pour les cabinets, un impact rapide, sans attendre le déroulé de tous les cycles d'études, parce que sinon, il faut 10 ans avant d'avoir évidemment un impact. Je rappelle sur cette diapositive les objectifs recherchés pour chaque cycle, ce qui permet d'avoir cette vision globale. Pour la R1C, c'est éviter l'effet cul-de-sac de la PACES, c'est-à-dire permettre à des étudiants de poursuivre dans l'enseignement supérieur quand ils ne rentrent pas dans les études en santé. Et c'est aussi, et probablement surtout, diversifier les profils des étudiants en médecine pour essayer de mieux irriguer les territoires. L'idée étant qu'avec la PACES, on formait un prototype d'étudiants bien spécifique, issus des classes scientifiques, des bacs S, et finalement issus aussi d'un milieu socioculturel, et donc peu enclin à aller travailler partout dans l'ensemble des territoires qui ont besoin de professionnels de santé. Pour la R2C, l'objectif, c'est des connaissances de base sécurisées, et c'est de former nos étudiants à la compétence nécessaire à l'exercice du métier d'interne au début de l'internat. Et puis pour la R3C, c'est une graduation pédagogique vers l'autonomie du métier de médecin, avec une professionnalisation possible dès la fin de l'internat. Autrement dit, une fois que ce jeune médecin a eu son DES, il est censé pouvoir poser sa plaque ou exercer dans un hôpital dès la fin de son internat. Diapositive suivante, merci. Et donc, les principes de la réforme du deuxième cycle, que je vais balayer. Diapositive suivante. 4 axes de transformation pour cette réforme du deuxième cycle. Réduction du référentiel des connaissances, avec une hiérarchisation des connaissances et une évaluation plus moderne de celles-ci. Il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, on avait
une masse de connaissances extrêmement importante. On considérait que le deuxième cycle, c'était à peu près 13 000 pages à apprendre pour un étudiant qui préparait son internat. Et le jeu pour lui était de savoir quelle était la spécialité qui avait posé la question, puisque ces 13 000 pages n'étaient pas dans une vision globale, et que, par exemple, la pancréatite, il y avait la question posée par le réanimateur, la question posée par le gastro-entérologue, celle posée par le chirurgien, et tout ça ne se recoupait pas. Donc, voilà, une relecture complète du référentiel des connaissances avec une hiérarchisation et une évaluation plus moderne. Je vais y revenir. Une formation à la compétence avec une évaluation de celle-ci et un objectif qui est, comme je vous l'ai dit, les compétences médicales pour débuter l'internat. Une valorisation du parcours de l'étudiant, l'idée étant de les pousser, pour la grande majorité d'entre eux, à une diversité de parcours, et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes dans ce parcours qui peuvent être valorisées. Et puis, à la fin de tout ça, un matching qui va aboutir à un processus d'affectation en troisième cycle. Diapositive suivante. Alors, je passe rapidement. Un nouveau programme à 367 items, alors qu'il y en avait 362 avant. Donc, on a augmenté le nombre d'items, mais on a allégé le contenu. Il y a un certain nombre d'items qui ont été supprimés. Ils sont à l'écran. Diapositive suivante. Il y a aussi les items qui ont été ajoutés pour moderniser le programme, comme les violences sexuelles, par exemple, la télémédecine, les maladies rares, la médecine génomique, etc. Diapositive suivante. Et donc, un nouveau programme avec des librairies de chaque item qui sont identiques, mais un tableau Excel qui va détailler les items de rang A et de rang B pour des sous-items, pour chaque item principal. Normalement, il y a une disparition des items de rang C qui sont réservés à l'apprentissage du troisième cycle, et tout ça aboutit à une diminution d'environ 20% du programme. Ce travail a été un travail important qui a été fait sous l'égide de la conférence des doyens par les différents collèges de spécialité. Merci encore de votre aide pour définir ce qui est exigible comme connaissance en fin de deuxième cycle. Il est probable, on va laisser un petit peu de temps passer, mais qu'il faudra refaire un tour pour s'assurer qu'il n'y a pas encore quelques notions trop spécialisées qui sont à réserver au troisième cycle. Diapositive suivante. Donc voilà l'exemple du classeur Excel, un item 98, myasthénie, et vous voyez les différents sous-items qui sont cotés en quelque sorte en rang A et en rang B. Rang A, c'est indispensable comme connaissance de base pour tout étudiant de deuxième cycle. Rang B, on rentre dans l'approche déjà d'une certaine forme de spécialité, ce qui permettra de surpondérer ces items pour le classement. Diapositive suivante. Les conséquences de ce nouveau programme, c'est bien sûr donc un allègement, une suppression de tous les items de rang C. Ça veut dire qu'il faut adapter le contenu des cours ou des enseignements, et puis bien sûr aussi adapter le niveau des examens. Et je ne vous cacherai pas que pour les doyens, c'est probablement un des travaux les plus compliqués parce que certains enseignants qui ont fait ces cours depuis 20 ans ont du mal à accepter de revoir le contenu et d'adapter leurs questions d'examen. Et pourtant, c'est indispensable. Ça a aussi une conséquence intéressante, c'est qu'il y a plus de liberté que précédemment donnée à chaque fac pour l'organisation de l'enseignement. Autrement dit, on n'a pas d'obligation de respecter les yeux du programme comme précédemment pour le déroulé de l'enseignement, mais on peut les organiser comme on le souhaite, par spécialité par exemple, ou par toute autre organisation qui conviendrait bien à notre faculté. Diapositive suivante. Je passerai rapidement sur le livret du suivi d'apprentissage puisqu'il va y avoir un topo spécifique là-dessus. Et donc, je laisserai Éric Le Chevalier et Olivier Palombi en parler. Diapositive suivante.
Les situations de départ ont été identifiées. C'est une liste de 356 situations qui sont publiées par un arrêté du 30 décembre 2021 et qui permet de lier les connaissances aux compétences. Un gros travail, là encore, a été réalisé par la CNCEM et je vous en remercie. Diapositive suivante. Donc, l'évaluation se fera avec des moyens dosimologiques plus modernes, mini-dossiers progressifs, CROC, QRU, QRP, QRM. Une QRP est une question à réponse multiple dont le nombre de réponses est précisé. Des QCM à contexte riche, des QCM zones, des KFP qui correspondent à une vignette clinique avec 2 ou 3 questions centrées sur les points délicats où les étudiants commettent souvent des erreurs. Donc, c'est finalement des petits DP centrés sur les points importants, des tests de concordance de script et une LCA qui perdure, bien sûr, dans l'épreuve. Diapositive suivante. Cette évaluation des connaissances sera faite par ce qu'on appellera les EDN, les épreuves dématérialisées nationales, en début de 6e année, en octobre. Je vous montrerai le calendrier tout à l'heure. Elles se feront par un examen national sur tablette dans nos UFR. Elles porteront sur les connaissances de rang A et de rang B du programme. Le rang A étant des connaissances de base, un seuil de réussite à 14/20 sera exigé. Et en cas d'échec, eh bien, l'étudiant repassera une épreuve de rattrapage en janvier dans sa faculté. Et s'il n'arrive pas à décrocher un 14/20 sur l'épreuve portant sur les items de rang A, ben, il sera amené à redoubler. Il est important de noter que c'est la note d'octobre qui sert au matching, c'est-à-dire au classement, pour aboutir au choix de la spécialité et de la ville, parce qu'effectivement, il y aurait une très grande inégalité à permettre à un étudiant d'avoir sa note de janvier prise en compte pour le matching, puisqu'il aurait eu plus de temps de préparation. Pour les questions de rang B, celles-ci bénéficieront d'une surpondération par groupe de disciplines en fonction du choix qui sera fait par l'étudiant. Autrement dit, un étudiant qui veut être chirurgien se verra corrigé avec une surpondération des questions de rang B de chirurgie, ce qui permettra d'obtenir un classement plus favorable à la chirurgie et d'augmenter les choix positifs, les choix d'orientation positifs de nos étudiants. Diapositive suivante. Donc voilà les 13 groupes de disciplines que vous avez à l'écran. Les spécialités chirurgicales, la médecine de l'aigu, la médecine d'investigation, la santé publique, santé au travail, médecine légale, et puis les autres spécialités médicales hors médecine générale, et enfin la médecine générale. Le fait de classer en 13 groupes est assez intéressant parce qu'il permet, en regroupant ces disciplines, eh bien, d'avoir des rangs B qui vont permettre d'orienter nos étudiants vers leur choix. Diapositive suivante. Il faut passer maintenant à la formation à la compétence. Et je trouve que cette réforme est particulièrement intéressante parce qu'elle revalorise indiscutablement la formation en stage en 2e cycle. La formation médicale est une formation par compagnonnage, c'est une formation quasiment en alternance et c'est probablement une des richesses de notre système en France que de mettre très tôt nos étudiants au contact des patients. 36 mois de stage à mi-temps sont obligatoires en 2e cycle. Alors à mi-temps, si on fait des stages à plein temps, évidemment, ça fait moins de mois de stage. Et associé à ce temps de stage, 25 gardes sont aussi exigibles pour valider ce 2e cycle. En DFA SM3, en 6e année, nos étudiants auront passé leur épreuve théorique et donc ils se centreront, ils auront bien sûr des stages avant, mais ils se centreront sur des stages pour parfaire leur formation à la compétence, stage à temps plein en 6e année, de novembre à mai, avec l'objectif d'acquisition des compétences de base et des compétences métiers en fonction de leur choix
en fonction de ce qu'ils auront choisi comme groupe de discipline. Donc, l'objectif est bien de les préparer à l'entrée en troisième cycle avec 7 compétences génériques qui ont été identifiées, qui sont assez générales, hein, clinicien, communicateur, membre d'une équipe soignante pluriprofessionnelle, acteur de santé publique, praticien réflexif, scientifique et responsable au plan éthique et déontologique. Alors, c'est des grandes lignes, il faut bien sûr décliner de façon beaucoup plus précise. Diapositive suivante. Nos étudiants bénéficieront d'un portfolio qui validera la progression dans une liste de compétences à acquérir. Ils vont bénéficier, et c'est obligatoire, d'examens ECOS facultaires en 4e année, en 5e année, en 6e année. Cela permettra de valider l'UE de compétences cliniques, le certificat de compétences cliniques sous forme d'un contrôle continu qui est validé en fin d'EFASM 3 avec ces 3 notes qui peuvent être pondérées en fonction de l'année d'études. Et puis, à cela, s'adjoindra l'ECOS national, donc l'examen ECOS national qui sera fin mai, début juin, qui représentera 30% de la note et qui rentrera dans le matching. Diapositive suivante. À côté de la validation des connaissances, de la validation des compétences, je vous ai parlé de la valorisation du parcours de l'étudiant, qui correspond à un arrêté de décembre 2021, 60 points à répartir. Et vous voyez que les grands thèmes de ce parcours sont fixés par arrêté. Validation d'une UE facultaire supplémentaire par rapport à ce qui est exigible pour valider le second cycle. Formation à la recherche et les cursus hors médecine, M1, M2, bien sûr, thèse d'université, publication scientifique. Mobilité linguistique, apprentissage d'une langue étrangère, stages internationaux seront de plus de 2 mois, feront l'objet d'une valorisation. L'engagement étudiant, avec des mandats nationaux, mais aussi des mandats au sein des facultés, les UE d'engagement social ou dans la réserve opérationnelle, le service de santé des armées, le ministère de la Santé, par exemple les pompiers volontaires pourront faire partie de cela. Et enfin, l'expérience professionnelle, je veux dire que pour moi, c'est un petit regret parce que c'est beaucoup trop vague, l'expérience professionnelle, puisque toute expérience professionnelle, à partir du moment où elle fera l'objet d'un contrat de travail, pourra être valorisable. Diapositive suivante. Et donc, on aboutit au processus d'affectation en 3e cycle, dit matching. Le nombre de places est offert par subdivision et par spécialité et fixé par arrêté annuel. Et donc, les étudiants vont candidater pour une ou plusieurs spécialités et une ou plusieurs subdivisions. Et donc, ils vont obtenir un certain nombre de classements, au moins 13 classements, un par grand groupe de disciplines. Et on pourra le multiplier par le nombre de villes où ils pourraient candidater. Diapositive suivante. Et donc, ce classement va retenir la note des EDN sur les connaissances de rang A, sur les connaissances de rang B pondérées en fonction du vœu de l'étudiant ou des vœux de l'étudiant, la note à l'examen des compétences avec la note d'ECOS, qui elle aussi bénéficiera d'une certaine surpondération par groupe de discipline, en fonction des compétences qui seront évaluées, et puis une note du parcours de l'étudiant. Tout cela sera rentré dans un algorithme de traitement informatisé qui aboutira au classement, ou à des classements, je devrais dire, pour l'étudiant en fin de 6e année. Diapositive suivante. Donc voilà les grandes lignes de cette R2C qui ont été brossées. Maintenant, je vous parle en quelques mots du COSUI. Le COSUI, c'est le comité de suivi qui est chargé d'arbitrer les décisions qu'il faut prendre pour rendre cette réforme opérationnelle, applicable dès 2023-2024. J'en assure le pilotage. Vous voyez qu'il y a plusieurs enseignants qui font partie de ce groupe, dont Luc Mouton, en tant que président de la CNCEM. Mais bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur, la DGSIP et le CNG sont présents et des réunions bimensuelles sont organisées pour prendre des décisions. Je dois préciser aussi que les étudiants, bien sûr, la NEMF fait partie du COSUI. Diapositive suivante.
Donc, les points en attente d'arbitrage sont les modalités de rattrapage de l'UE certificat de compétences cliniques. En effet, le COSUI souhaiterait que ça soit validé sous forme d'un contrôle continu et, si possible, sans avoir à faire un ECOS de rattrapage. En effet, dans chacune de nos facultés, nous allons avoir 4 ECOS à organiser pour nos promos par an. 4e, 5e, 6e année, plus l'ECOS national. Pour avoir une très grande expérience de l'ECOS à Rouen, je peux vous dire que c'est énormément de travail. Et donc, je redoute beaucoup qu'il y ait un 5e ECOS de rattrapage à faire. Je crains qu'on épuise nos facultés et nos enseignants. Donc ça, c'est en cours c'est en attente d'arbitrage avec la nécessité probablement de modifier un arrêté. Les redoublants pour non-validation du 2e cycle peuvent-ils passer les ECOS nationaux en première ou 2e, 6e année? Et là, ça fait appel au moment où sera validé le 2e cycle. Ce n'est pas encore complètement calé, parce que ça veut dire aussi quid des stages d'été? Est-ce qu'ils rentrent dans le 2e cycle ou pas? Est-ce qu'on fait une validation tardive du 2e cycle? Je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Mais les stages de 2e cycle d'été sont un vrai problème. Tous les doyens se sont affrontés à ce casse-tête. Et par ailleurs, je trouve ça assez normal qu'un étudiant puisse, en redoublant, retenter de s'améliorer, c'est-à-dire repasser une épreuve pour avoir un meilleur classement. On a tous eu 2 chances. C'était traditionnel pour l'internat. Et je trouve que c'est plutôt bien qu'un redoublement soit positif, c'est-à-dire permettre une amélioration. Ça veut dire qu'il faudrait que le 2e cycle soit validé de façon à permettre cela. Pour ce qui est des points de parcours, c'est très encadré, comme vous l'avez vu, par l'arrêté de décembre 2021. Ça nécessite quand même qu'une grille commune à toutes les UFR soit mise au point pour qu'évidemment, on ait une approche identique des particularités qui ne sont pas dans l'arrêté. Par exemple, à quoi correspond un Master 1 pour un étudiant en médecine. Voilà. Et donc, il faut que ce travail soit fait assez rapidement pour que nos étudiants en 5e année puissent savoir comment valoriser leur parcours. Diapositive suivante. Les points en cours d'arbitrage pour les ECOS, c'est la durée de l'épreuve nationale d'ECOS. En effet, toutes les facs ne sont pas équivalentes en termes logistiques et ces difficultés logistiques sont en cours d'être appréhendées. L'objectif, c'est 50 étudiants par circuit. Et donc, quand on sait ça, on sait, en fonction de sa promo, combien de circuits il faut mettre en œuvre. 5 stations par jour. Donc, on va faire des modules de 5 stations, sachant que l'épreuve devrait comprendre 10 stations et qu'il faut prendre en compte les tiers-temps, les étudiants ayant un handicap et disposer d'une sécurité en cas de nécessité de refaire une ou plusieurs stations. Et donc, l'objectif, même s'il n'est pas encore décidé, c'est d'essayer de voir si c'est faisable sur 3 jours. Là aussi, j'ai peur que si on étale trop ces ECOS, on épuise complètement nos facultés et nos enseignants. Donc, je vous rappelle qu'ils seront amenés à changer de fac, puisque 50% des examinateurs d'un examen ECOS devront provenir de 2 facs différentes, autres que la vôtre. Pour ce qui est des matériels pour les ECOS 2024, les cibles pédagogiques ont été déterminées. Il y a un travail en cours avec la Sofracim pour optimiser les choix des matériels qui devront être acquis par les facultés. Et donc, très vite, ça devra être arbitré là en septembre, par le COSUI de septembre, pour permettre de lancer les appels d'offres. Enfin, on a comme projet de développer avec l'UNES une plateforme numérique pour faciliter la mise en œuvre des ECOS. Et ceci sera mis en œuvre après la validation de la plateforme d'examen et d'entraînement que l'UNES finit de mettre sur pied. Diapositive suivante. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît, Luc. En cours de... je ne sais pas si ça bloque ou pas. Voilà, merci. En cours de discussion entre le COSUI et le Conseil scientifique des ECN, le format des EDN 2023, il y a un consensus qui a été obtenu pour dire qu'il y aurait entre 50 et 55% de questions de rang A.
Et ces questions devront être équilibrées dans les 13 groupes de disciplines et même au sein de chaque discipline, ce qui fait que c'est un travail assez considérable pour le conseil scientifique. À quoi correspond une question de rang A? On veut dire qu'elle doit bénéficier d'un double A. Elle doit d'abord bénéficier de correspondre à un intitulé de connaissance de rang A, c'est du bon sens, mais aussi à une docimologie adaptée aux questions de rang A, et c'est là où vient le double A. Et ces questions adaptées aux questions de rang A, ce sont les QRU, les QRP, les CROC et les QCM zones. Et donc, les docimologies non adaptées aux questions de rang A et donc de rang B, ce sont les QRM, les KFP et les TCS. Les DP ou mini-DP peuvent bien sûr comprendre des questions de rang A et de rang B. Donc, ça donne déjà une bonne indication de ce qui composera les EDN de 2023. Le travail entre le COSSU et le conseil scientifique est prévu pour le format des ECOS 2024. Diapositive suivante. Un petit rappel concernant tout d'abord le report des TCS. Il a été décidé de reporter les TCS d'une année. Et donc, les TCS interviendront aux EDN 2024 et non pas 2023. Mais on s'est engagé à ce qu'il y ait au moins un TCS par groupe de discipline, soit donc 13 TCS dans l'épreuve 2024. Cela donne 2 ans à toutes les UFR pour préparer les étudiants et les enseignants. Vous avez probablement en tête le fait que cette année, l'année 2021-2022, il y a eu une certaine inégalité quant à l'utilisation des plateformes. Et donc, certaines facs pouvaient faire les TCS, d'autres non. Raison pour laquelle on a souhaité remettre les pendules à l'heure et repartir après 2 ans d'entraînement sur un objectif 2024. Le programme des ECN NF, nouvelle formule 2023 et 2024, qui se tiendra en juin, correspond au nouveau programme du 2e cycle sans les items de rang A et B. Et donc, point important, les redoublants de 5e année à la rentrée 2022, celle qui est en cours, passeront les ECNF NF en 2024, quelque part sous forme de l'ancien régime. Les ECN 2024 étant aussi réservés aux redoublants de 6e année et aux auditeurs. En effet, il est précisé que seuls les étudiants qui sont rentrés en 4e année à partir de la rentrée 2021 sont concernés par les EDN. Et donc, il se pose la question de qu'est-ce qui se passera pour ces étudiants qui passeront les ECN nouvelles formules. Est-ce qu'ils seront interclassés ou est-ce qu'ils feront l'objet d'un classement à part? La question n'est pas encore tranchée. Par contre, elle est tranchée pour la durée des épreuves. Les EDN et ECN nouvelles formules comprendront 4 demi-journées d'épreuves, plus le test de connexion du lundi matin, soit 2 jours et demi d'épreuves, alors que les EDN de rattrapage de janvier seront plus courts, 3 demi-journées d'épreuves, plus le test de connexion du lundi matin, soit 2 jours d'épreuve. C'est logique puisqu'il n'y aura pas de question de rang B aux EDN de rattrapage de janvier. Diapositive suivante et dernière diapositive, le calendrier prévisionnel pour cette R2C. En mars prochain, mars 2023, nous aurons un ECN nouvelle formule préparatoire, test, qui permettra de tester la plateforme du CNG pour les ECN d'octobre. Les ECN nouvelles formules se tiendront la semaine du 19 juin. Le 6 et 8 septembre 2023, nous aurons un EDN préparatoire qui sera réalisé avec la plateforme de l'UNES. Puis, dans la semaine du 16 octobre, nous aurons l'EDN national première session, organisée par le CNG. Du 16 au 17 janvier, il y aura la 2e session des EDN qui sera faite par les UFR. Un point important, dans la semaine du 11 mars 2024, aura lieu une épreuve fusionnée ECOS facultaire de DFA SM3, celle du certificat de compétences cliniques, avec l'ECOS test du CNG. En effet, le CNG qui va organiser les ECOS nationaux souhaite tester sa plateforme et est d'accord pour fusionner
ce test. Et donc, toutes les facs, exceptionnellement, feront leur ECOS facultaire du certificat de compétences cliniques dans la semaine du 11 mars 2024. Après, elles retrouveront leur liberté de manœuvre sur les années suivantes. Les ECOS nationaux seront organisés par les UFR sous la supervision du CNG dans la semaine du 27 mai. Nous aurons la dernière édition des ECN Nouvelles Formules dans la semaine du 24 juin. Le recueil des points de parcours transmis par les UFR vers le CNG pour le 15 juillet. Et enfin, la procédure d'appariement en septembre 2024. Voilà où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Il reste un petit peu de travail. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais essayer de répondre aux questions, s'il y en a, ou peut-être à la fin de l'ensemble des topos sur la R2C. Luc, tu me dis. C'est ça, on va essayer de grouper les présentations. Donc, merci beaucoup, Benoît, pour cet exposé très clair et exhaustif. Je vais ouvrir la présentation de Damien Roux, que je laisse accéder à son fichier. Donc, Damien Roux, je vous le présente. Il est vice-président du Conseil scientifique médical. C'est un réanimateur qui travaille donc à l'université Paris-Cité. Il est très impliqué dans la pédagogie et a mené avec le Conseil scientifique médical une réflexion très importante sur la dosimologie des épreuves dématérialisées. Et je pense qu'il était très, très important qu'il nous parle aujourd'hui pour qu'on ait du temps pour assimiler tout ça. Il faudra bien sûr que tu me laisses ton topo après pour que je puisse le mettre sur la plateforme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ouais, finalement, il y a déjà eu pas mal de notions qui ont été présentées, donc je vais passer un peu vite sur certaines diapositives du conflit d'intérêts académique. Et donc, reparler, c'est une vision générale de l'évaluation qui est complètement imprégnée de l'ensemble des notions qui ont été abordées sur la réforme du deuxième cycle. Donc, les items de connaissances et les situations cliniques de départ. Viennent de là les connaissances hiérarchisées A et B des items de connaissances et puis les attendus d'apprentissage en regard des situations cliniques de départ, et tout ça est borné par les connaissances. Et donc, le lien entre connaissances et compétences qui est évident et indispensable. Le tout va être présenté ensuite sur, et on va dire, résumé, standardisé dans les fiches LISA. Et l'EDN, finalement, c'est cela. On part des items de connaissances, des situations de départ et de ce qui a été précisé en dessous. Ces attendus d'apprentissage, ils sont classés dans 11 domaines de compétences et les ECOS partent de ces grands domaines de compétences et de ces attendus d'apprentissage pour évaluer les étudiants dans des situations en contexte, on va dire, professionnel. Et donc, là, on va s'arrêter simplement aux EDN, donc pas trop les ECOS, mais je vais intégrer juste ce papier-là. S'il y en a un, on dit à chaque fois, mais qu'il faut lire sur la dosimologie, c'est ce papier-là, qui spécifie bien, qui explique bien pourquoi il y avait un besoin fondamental de modification de la dosimologie. J'ai résumé, ce n'est pas strictement exact, mais globalement, ce que représentaient les KFP, les QCM et DP. Il ne faut pas hésiter à retourner sur le papier. Et ce qu'on voit, c'est que les QCM sont très bons sur certains éléments de l'évaluation du raisonnement clinique, mais sont très mauvais sur d'autres. Et si on prend les ECOS, évidemment, les ECOS, c'est super pour tout évaluer. Mais ce qui est bien noté dans ce papier-là, c'est que pour ce qu'ils appellent les Workplace-Based Assessment, dire les ECOS pour nous sont d'une importance critique. C'est un problème de faisabilité et de coût, on l'a tous dit. Et qu'en fait, à la lumière de tout cela, il faut une stratégie qui combine l'ensemble. Et donc là, on va parler de l'EDN qui est combiné avec les ECOS pour une évaluation efficace des étudiants en fin de deuxième cycle. Et donc, cette nouvelle dosimologie, elle a déjà été un peu présentée. Je passe très rapidement avec quelques éléments de détail peut-être en plus. Donc, il y a ce grand cadre QCM dans lequel on trouve les QRM, les QRP, un nombre de réponses précisées, les QRU. Pour ces questions-là, c'est 4 ou 5 propositions. On n'est plus obligé de trouver le E de temps en temps qu'on n'arrivait pas à trouver comme distracteur. Il y a les zones à pointer, on va voir ça, les questions-réponses ouvertes et courtes, les menus déroulants qui ne sont autres que des questions à nombre de réponses précisées, mais avec plus de propositions. Donc, il faudra voir s'il y a besoin de modifier ou pas l'intitulé de ce que veut dire ça. Mais en tout cas, QRP, là, pour l'instant, c'est 4 ou 5 propositions. Et menu déroulant, c'est 10 à 25 propositions. Mais dans les deux cas, on définit le nombre de réponses attendues.
Et puis, on a les TCS qui peuvent être intégrés dans un DP. Je reviendrai un tout petit peu dessus. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année suivante. Et cette docimologie, elle est utilisée pour donc, créer des épreuves, et ces questions sont distribuées de différentes façons, telles qu'on les connaissait avant, hein, des questions isolées, des dossiers progressifs. En dossier progressif, c'était défini dans les textes comme 3 à 8 questions, et non pas 2 à 8, mais bien 3 à 8 questions. Un KFP, c'est une forme de dossier progressif, mais avec des conditions plus stringentes, avec 3 questions qui, dans ces 3 questions, incluent au moins une croque et un menu déroulant. La troisième question peut être prise parmi les autres options en dehors du TCS. La LCA n'est pas modifiée en 2023 et les TCS classiques, pour l'instant, ce sera à partir de 2024. C'est des TCS qu'on connaît avec les 3 blocs hypothèses, informations supplémentaires et donc l'échelle de Likert de -2 à +2. Quelques éléments de bonne pratique docimologique qu'on essaye d'appliquer au conseil scientifique et avec une nette progression sur les dernières années de manière générale. Ce qui est bien clair, et quand je parle de QCM, c'est les QRM, QRU, QRP. Enfin, ces questions avec 4 ou 5 propositions, c'est quelque chose sur lequel il y a plus de 100 ans d'expérience, notamment aux États-Unis, et c'est très efficace pour évaluer les connaissances et les compétences à un certain niveau, sous réserve de construire une épreuve à partir d'une table de spécification plutôt qu'un tirage au sort. Donc ça, dans les textes au niveau du conseil scientifique, le tirage au sort est sorti pour qu'on puisse construire une épreuve qui soit la plus transversale possible. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il y a beaucoup d'expérience, et dans les textes, encore une fois, c'est 4 ou 5 propositions de réponse. Petit rappel très simple, un peu amusant, mais sur lequel finalement beaucoup de questions peuvent être mises en défaut. Une bonne évaluation, ça sous-entend qu'on évalue ce que les étudiants comprennent, connaissent et maîtrisent, et non pas s'ils sont capables de déduire de la façon dont on a posé la question. Quand on reprend, on fait des systèmes de relecture docimologique des examens, et chaque année, on arrive aux mêmes difficultés de temps en temps. Je vais venir sur quelques détails, mais si on cherche à évaluer les connaissances et compétences des étudiants, ça sous-entend d'utiliser la bonne docimologie, mais de bien l'utiliser également. Il y a par exemple des formes sémantiques, c'est des choses vraiment extrêmement fréquentes, des erreurs dans la façon d'écrire la proposition, comme si vous mettez un toujours ou un jamais. Si l'étudiant ne sait pas la réponse, eh bien, il a 95% de chances de ne pas cocher si on met un toujours. Et en fait, soit on le sait si c'est un toujours, soit si on a un doute, c'est que c'est faux. Et des distracteurs non plausibles qui servent à rien. Ça, c'était la problématique des questions à 5 propositions, où la proposition E est exacte dans moins de 5% des cas quand on reprend avant le mélange des questions, et souvent des choses qui étaient aberrantes, et donc ce n'était pas une proposition qui permettait d'évaluer les études. Mais voilà, on avait regardé 90%, j'ai dit 95, 90% des items qui comprennent le terme peut ou peuvent sont vrais. Donc ça, un étudiant n'a pas besoin de savoir, il peut le cocher s'il n'est pas au courant du tout. En fait, on n'évalue pas du tout sa connaissance, mais juste sa compétence en termes de réponse au QCM. Et puis, il n'y a jamais, voilà, quelque part où l'étudiant se trompera très rarement en ne cochant pas cette proposition. Voilà, donc ce n'est pas ça l'objectif de l'évaluation par la docimologie. Autre erreur de temps en temps, c'est de penser qu'une QRU, c'est un QCM avec une seule réponse exacte. Ce n'est pas ça. Hein. Une QRU, c'est une question qui ne s'intéresse qu'à une seule notion, alors qu'une QRM, chaque proposition est une notion individuelle. Et donc, la A, la B, la C, la D et la E, ça m'a fait 5, peuvent être individuellement justes ou fausses. Et ce n'est pas parce qu'il n'y en a qu'une de ces 5-là qui sont indépendantes l'une de l'autre qui est juste que c'est une QRU. En termes de notation, c'est important, parce que si on la note comme une QRU, il y aura beaucoup d'étudiants qui auront 0 à cette question, ce qui n'a pas de sens pédagogique propre. Donc, je laisse cette diapositive très rapidement, mais de bien dépister ce qu'est une fausse QRU pour ne pas se tromper dans la façon dont on note les choses, parce que la QRU, on a 1 ou 0, alors qu'un QCM, s'il y a une des notions qu'on ne maîtrise pas et on a 0,5 points, ça ne revient pas au même. Donc, c'est bien différencier ces choses-là, faire attention au singulier et pluriel des étudiants. Je pense qu'on est très pervers, je pense que souvent on oublie simplement les choses. Pas de QRM à formulation négative, alors le double négatif devient exceptionnel, mais en fait il suffit d'inverser, de passer en positif pour répondre à cette demande docimologique.
Les intitulés trop longs, il faut les éviter. On essaye dans les QRM de ne pas mettre d'items qui s'excluent mutuellement. Et en enlevant la 5e proposition, ça peut aider. Et un item, une notion, de temps en temps, on voit l'écriture d'une proposition avec 3 notions évaluées qui sont non interdépendantes. Et pour l'étudiant, ça devient très, très compliqué. Voilà. Et puis, tant qu'on peut essayer d'éviter les peuvent, parfois, toujours, jamais, c'est quelque chose qui est assez important. Un exemple que j'avais déjà montré une fois, mais sur aussi le niveau d'évaluation selon la taxonomie de Bloom, où historiquement, on avait quand même pour habitude de poser des questions qui ne s'intéressaient qu'à la connaissance pure, non contextualisée de l'étudiant. Et donc là, finalement, toutes les propositions devant une suspicion d'embolie pulmonaire, ça peut être pertinent à un moment ou à un autre, mais finalement, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que fait l'étudiant dans une situation particulière. Là, on est vraiment dans la base Bloom de niveau 1. Quand on a commencé à demander des questions contextualisées, on avait un contexte, mais vous pouvez effacer le contexte au-dessus, ça ne change rien. Les pseudo-contextes, c'est très très bien décrit dans la littérature des QCM, ça ne sert à rien. Si vous enlevez le haut, vous arrivez à la même question. Donc ça, on reste complètement en bas de l'échelle de Bloom. Mais par contre, si vous mettez un contexte qui va influencer la possibilité de l'étudiant, et bien là, vous commencez à rentrer dans le raisonnement diagnostique clinique de l'étudiant. Et c'est vers ça qu'on souhaite aller. Là, par exemple, on avait une probabilité forte, donc les dédimères n'ont pas de pertinence. Ça va faire des économies pour la société. Ce n'est pas inintéressant d'enlever les dédimères et d'évaluer en tout cas les étudiants là-dessus. Ça reste compliqué avec 4 réponses attendues. Et vous pouvez, et ça c'est quelque chose qui était très utilisé aux États-Unis et qu'on utilise de plus en plus, ce qu'on appelle la single best answer, c'est-à-dire que là, on demande à l'étudiant, il y a des possibilités et les distracteurs ne sont pas faux. On demande par contre à l'étudiant, lui, de hiérarchiser ses possibilités. Là, dans ce contexte-là, une probabilité importante d'embolie pulmonaire, une autre probabilité clinique d'embolie pulmonaire. Si on n'a pas de problématique particulière, eh bien, les recommandations, c'est de faire l'angioscanner thoracique. Et donc là, on est vraiment contextualisé. L'étudiant doit faire la preuve de sa compétence clinique, sachant que l'échographie, l'échodoppler veineux ne sont pas aberrantes dans la situation. On s'oriente de plus en plus vers ça quand on a vu que c'était très, très efficace pour individualiser les bons des moins bons étudiants, ce qui sous-entend qu'on est quand même capable d'évaluer dans ce cas-là la réelle compétence clinique. Et puis, il suffit de modifier un petit peu. Là, on a mis un malade plus grave, tachycarde, qu'on n'a pas tellement envie de transporter à l'angioscanner comme ça, au risque d'arrêt cardiaque. Là, les recommandations sont claires. Dans ce cas-là, c'est une échographie cardiaque qu'il faut réaliser en premier lieu avant de déplacer le malade. Donc, il suffit de ne pas changer grand-chose pour que la réponse soit pas la même, alors qu'on n'a rien modifié. On est vraiment dans le single best answer tel qu'on souhaite le réaliser. Et là, on est monté plus haut, puisqu'on est dans l'analyse, on est capable d'appliquer et analyser, et donc on est dans le niveau de Bloom qui nous intéresse en fin de deuxième cycle. QRP, il faut considérer ça comme une question à réponse unique, sauf qu'on ne peut pas avoir une seule réponse. Il y a des situations cliniques où on a 2 hypothèses qui sont quasiment équivalentes et vous n'avez pas demandé quelle est la principale hypothèse. S'il y en a 2, donc vous pouvez demander quelles sont les 2 principales hypothèses diagnostiques dans un contexte particulier. Cette question-là qui a été soumise aux ECN cette année, en fait, initialement était une question, un QCM, qui était quelles sont les hypothèses les plus probables. Et alors là, c'est impossible pour un étudiant d'identifier jusqu'à quel niveau de probabilité on va. C'est quoi? C'est 10, 20% ou 5% ou c'est au-dessus de 50%? Donc, si vous précisez ces choses-là, ça simplifie un petit peu ce que veut dire le plus probable, ou parmi les choses les plus probables. Vous demandez juste les 2 éléments les plus probables. L'étudiant sait qu'il en a 2 à cocher, c'est à lui de hiérarchiser entre les différentes hypothèses. Je n'ai pas dit que c'était facile, cette question, mais en tout cas, si on ne mettait pas un nombre prédéfini de réponses attendues, l'étudiant n'avait aucune chance, même s'il savait bien hiérarchiser les choses, n'avait aucune chance d'être de manière systématique en raccord avec le... Pardon, question à nombre de réponses précisées. Donc, il faut considérer ça comme une QRU en termes de notation. C'est-à-dire que l'étudiant, en tout cas, n'a pas le droit de cocher plus que le nombre de réponses attendues. On lui en propose 2, il ne peut pas en cocher plus que 2. Donc, comme une QRU, il ne peut pas en cocher plus qu'une. Mais en fait, c'est une QRU à 2 réponses ou à 3 réponses parce qu'on ne peut pas, sur le plan hiérarchique, privilégier une hypothèse par rapport à l'autre s'il y en a 2 ou s'il y en a 3. Il faut que tu précises que l'arrêté devrait être ajusté probablement. Donc, il y a effectivement cette notion de QRP n'a pas été écrite, reste un QCM en l'occurrence, et comme tout QCM est déjà utilisé aux ECNI, mais pour faire un arrêté très propre et
bien décrire ces choses-là, effectivement, il faudra probablement rajouter ces 3-4 mots dans l'article 7 de l'arrêté qui était sorti en décembre. On aura QRM, QRT, QRT. Exactement. Dans les grands QCM, à 4 ou 5 propositions, tu as ces différentes variantes que tu adaptes en fonction de la notion que tu évalues. Et en fait, ça devient très évident la façon dont tu poses la question. C'est juste pour offrir plus de possibilités, sachant que ces QRP, QRE sont déjà utilisés aux ECN sous grand format QCM. Alors, les crocs, c'est important parce que c'est extrêmement utile, très fort sur le plan pédagogique, et il y a un bon moyen de se tromper, c'est de faire un mauvais croc. Un croc, c'est donc une question ouverte avec une réponse courte qui teste, et c'est le seul moment avec les Écosses où on va voir l'étudiant produire lui-même l'hypothèse. Donc, on est plus proche de la réalité de terrain que le QCM ou l'interne en phase socle. Quand on lui demande ce qu'il pense du malade, il demande les 4 ou 5 propositions pour la choisir. Non, là, il doit proposer la même chose avec une correction semi-automatique, et le danger, entre guillemets, est là. Alors, évidemment, ça ne teste pas les capacités rédactionnelles de synthèse. Il a été acté qu'on pourrait noter, non pas comme TIA historiquement 0 ou 1, mais 0, 0, 5 ou 1, ce qui permet quand même de résoudre un certain nombre de situations en termes de correction où l'étudiant n'avait pas tout faux comme certains, mais n'avait pas suffisamment bien répondu pour avoir tous les points. Alors, on aurait pu faire plus, mais déjà 3 niveaux de notation, c'est pas mal. Donc ça, c'est un élément important qui a été arbitré en valeur. Préférentiellement, c'est plutôt les connaissances de rang A. On s'attend à ce que l'étudiant soit capable de produire l'hypothèse. Pour nous, enseignants, experts, ça doit être une évidence, la réponse. Au moment où on lit, c'est une évidence pour tous les experts. Vous verrez après des petites choses que ça n'est pas du tout pour les étudiants en fin de 2e cycle. Il n'y a pas d'incertitude, c'est une réponse unique, c'est-à-dire une seule notion. On n'évalue pas 2 choses. Et c'est 5 mots maximum. Ça, c'était un accord entre le MESRI et le CNG pour faciliter les modalités de correction pour la nouvelle plateforme des EDF. Donc, ça permet d'explorer des champs très très larges. J'ai donné un exemple simple sur un diagnostic radiologique qui est, vous voyez, un pneumopéritoine relativement évident. J'ai mis ça, mais vous verrez ça en fait sous forme de zone à pointer. Mais là, on peut ne pas avoir envie de proposer une question à réponse unique en proposant en proposition D pneumopéritoine, parce qu'en fait, l'étudiant, à chaque fois qu'il va avoir une notion, il va aller dessus, il va vérifier sur la radio. On lui propose ça, il va vérifier. Là, on lui demande de lire et d'interpréter lui-même, et vous verrez que l'énergie, enfin la réussite, on va dire, des étudiants est moins bonne quand on leur demande de produire eux-mêmes une chose. Alors, premier élément, c'est comment on fait un croc de mauvaise qualité. Un croc de mauvaise qualité, c'est quand il n'y a pas une réponse unique derrière. C'est que des exemples réels, ces choses-là, où on peut avoir plusieurs réponses, mais le niveau d'acceptation variable, voire identique sur des réponses différentes. Et le gros risque, c'est le nombre élevé d'occurrences, c'est-à-dire de différents types de réponses des étudiants. Alors là, c'était un exemple vraiment du croc qu'il ne faut pas faire. Citer 2 paramètres cliniques permettant d'évaluer la gravité d'un enfant. Là, il faut oublier une promotion de 400 étudiants, 393 occurrences différentes. Il faut les prendre une par une. Et il y en a 388 acceptés. Là, vous venez de passer 30 minutes pour ne rien évaluer du tout. Donc ça, c'est une erreur qui était, on va dire, quand on commence à faire des crocs, c'est le risque d'erreur qu'on peut faire. Et finalement, si vous regardez, chaque proposition est relativement intéressante, mais sur une promotion de 400, au maximum, on a récupéré 10 étudiants sur une même proposition. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose d'attendu. C'est-à-dire qu'on donne un cas typique de tachycardie ventriculaire, en l'occurrence avec le scope, et vous voyez les étudiants qui sont capables de trouver la tachycardie ventriculaire. On aurait pu le poser en QRU, mais encore une fois, on aurait soumis l'hypothèse. Et là, vous voyez qu'il y a presque la moitié des étudiants qui ne font pas la part des choses entre une tachycardie ventriculaire et une fibrillation ventriculaire, ce qui peut être embêtant. On est en 3e année, il n'y a pas encore de drame, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et vous voyez qu'il n'y a que 8 réponses acceptées sur 400 étudiants. Donc ça, c'est très efficace parce que corriger 8 questions, vous avez juste, quand vous ouvrez l'onglet de réponse, vous mettez oui pour les 8 réponses, ensuite vous fermez, tout ce que vous n'avez pas validé est faux, et ça vous a pris moins de 30 secondes pour corriger une croc, et là, vous avez évalué les étudiants sur quelque chose qui semblait, en tout cas, aux auteurs importants, et on est vraiment dans ce qu'on souhaite faire comme croc. Alors ça, c'est une vraie croc que j'ai fait. En fin de 6e année, ça peut sembler, on va dire, en tout cas moi ça me semble évident, à 40 ans, bon, c'est un homme, c'est peut-être ça l'anomalie, mais céphalée, déficit de l'hémicorps gauche, et puis on a un scanner un peu typique avec le signe du delta,
avec une seule coupe. On ne leur demande pas un exploit. Donc, la thrombophlébite cérébrale, enfin, signe de delta, en fin de 6e année, on s'attend à ce que tout le monde le fasse. Quel est le diagnostic en 1 à 5 mots? Et là, vous voyez qu'il n'y a que 6 étudiants sur 10 d'une faculté parisienne de niveau standard, 6 étudiants sur 10 qui font le diagnostic de thrombophlébite cérébrale. Et vous voyez qu'il y a 86% du tiers supérieur et 36% du tiers inférieur qui font le diagnostic. Donc, un tiers des étudiants, on va dire les moins bons, ce ne sont pas mauvais, mais les moins bons, eh bien, trouvent le diagnostic, ce qui est quand même un élément important et qu'on n'aurait pas sur une question à réponse unique si on avait proposé la thrombophlébite cérébrale dans l'une des 5 propositions. Ils auraient trouvé à 90% la réponse. Zone, c'est probablement l'élément le plus innovant, le plus intéressant, parce que là, on est vraiment dans la vraie vie, devant l'ordinateur, l'imagerie, et on voit avec l'étudiant et on pointe avec le doigt sur les anomalies. On peut faire de l'anatomie. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser ça, une belle embellie pulmonaire, mais on voit que les étudiants, globalement, en dehors de certains qui inversent droit-gauche sur un scanner, se trompent pas trop. Bon, l'aorte et la veine cave peuvent s'intervertir, enfin, c'est pas si mal. Et ça, c'était la même radio que tout à l'heure. C'était la 4e question d'un dossier progressif sur finalement un tableau de choc septique qui avait mal au ventre, qui arrivait aussi un sujet de réanimation. Et donc, la radio arrivait en réanimation, gros pneumopéritoine. Et je demandais juste de placer la flèche sur l'anomalie qui était en lien avec le tableau clinique du malade. Moi, ça me semblait vraiment un cadeau. Et le cadeau, en fait, ça, quand vous êtes le correcteur, voilà comment ça se passe. Hein. Vous entourez les zones qui sont les zones d'intérêt avec le pneumopéritoine. Et ce qui est intéressant avec les zones, un peu comme les crocs, c'est que vous voyez les étudiants qui produisent leur erreur, comprenez leur erreur. Sur un QCM, on a du mal à savoir pourquoi l'étudiant a coché ça ou pas. Là, vous savez pourquoi il s'est trompé. Et donc, il y a des étudiants qui sont inquiets de la poche à air gastrique, il y en a d'autres qui sont inquiets de l'omoplate sur une radio de thoraxolie. Mais c'est quand même 25% des étudiants en 6e année qui font cette erreur-là. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant sur le plan pédagogique de comprendre les erreurs des étudiants, parce que ça vous permet de les modifier, de les corriger derrière. Un QCM n'autorise pas ça. Donc, il y a 2 éléments sur cette docimologie qui sont intéressants, en dehors que ça ressemble à la vraie vie, c'est que vous êtes capable ensuite de corriger et d'expliquer aux étudiants les erreurs qui sont faites. Et voilà, vous voyez encore un pouvoir de discrimination. À 93% des bons étudiants, ils font le diagnostic, il n'y a pas de problème, mais il y a la moitié du tiers inférieur qui le font. Très rapidement, on a quasiment fini le menu déroulant. Donc, c'est comme une QRP, sauf qu'il y a plus de réponses. En fait, ça permet d'aller screener beaucoup de choses, puisqu'on met 10 à 25 propositions. Et dans ces 10 à 25 propositions, après un énoncé, on a 1 à 5 propositions attendues. L'étudiant, il n'y a pas de réponse inacceptable ou indispensable. Il aura X sur N. X, c'est le nombre de bonnes réponses qu'il a cochées, divisé par N, le nombre de réponses attendues qui ont été précisées. Vous voyez un exemple où là, finalement, c'est une situation clinique je crois, une hémorragie digestive assez précise. Hein. On est dans un dossier progressif type KFP. Mais là, vous pouvez, vous voyez, mettre du bilan, mettre de la prise en charge, etc. Et vous voyez vraiment les étudiants qui ont développé un certain nombre de compétences. C'est un peu plus compliqué. Mais la correction, encore une fois, il n'y a pas d'inacceptable ou d'indispensable. C'est X sur N en termes de correction. Les questions isolées, vous savez comment ça se passe. Les dossiers progressifs, vous les connaissez, sauf que là, ils sont réduits de 3 à 8 questions. On a fini les 15 dans 17. Il n'y a pas de contrainte en dehors du fait que quand on mettra les TCS, on pourra commencer le DP par un seul TCS avec une seule hypothèse et nouvelle information qui sera intégrée dans une forme de dossier progressif. Voilà. Et il y a des questions de rang A et de rang B dans les DP avec les double A comme ont été présentés juste avant. Hein, la docimologie de rang A, c'était QRU, QRP, zone et croc. Le KFP, c'est en fait un dossier progressif de 3 questions, mais avec au moins une croc et un menu déroulant. La 3e question, c'est un petit peu ce qu'on veut parmi l'ensemble des possibilités en dehors du TCS. Ça, c'est pour respecter la docimologie et se comparer au niveau international avec les KFP. Hein. Donc, si on peut faire la recherche en pédagogie, c'est pour ça qu'on a créé cette possibilité-là, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur les KFP. La LCA n'est pas modifiée, donc je passe. Et je termine avec effectivement la structuration de l'épreuve, ECNI, nouvelle formule, EDN. Donc, on a 3 épreuves de 3 heures, chacune comprenant 90 à 110 questions. Un DP de 8 questions, c'est 8 questions. Une question isolée, c'est une question. Et la somme de ces choses-là qui sont mixées tout ensemble, c'est 90 à 110 questions. Donc, en 270 à 330 questions sur les 3 épreuves de 3 heures. Et la LCA, l'épreuve standard de 3 heures avec les 2 articles et les 2 DP de 13 à 17 questions. Il y a une pondération double pour la note de LCA par rapport aux autres questions. Je
m'arrête ou je fais un tout petit peu de TCS. Non, mais je pense que c'est peut-être juste important. Je fais TCS, mais si tu peux le faire en quelques minutes. Eh ben, je le fais en 2 minutes. Je passe là-dessus. Non, mais bien sûr, c'est différent ça vous le savez du reste. Donc, c'est une vignette qui est une situation de départ. On ne part pas de l'item, mais je pense qu'il faut, quand on écrit de la docimologie, partir des situations de départ et des attendus d'apprentissage. C'est beaucoup plus pertinent. On apporte un élément complémentaire, c'est une hypothèse. On ne demande pas à l'étudiant, d'évaluer l'hypothèse, c'est une hypothèse et c'est l'hypothèse qu'on a. C'est l'une des 2 premières hypothèses qui nous viennent à l'esprit devant une situation clinique standard. Ça ne sert à rien de se trifouiller, c'est quelque chose de très simple. On a mis cette vignette, et ben on pense à une pyélonéphrite, et bien on soumet cette hypothèse. Et puis on donne une nouvelle information qui est plausible. Et là, en l'occurrence, on a le droit d'avoir ça et de ne pas avoir de signes fonctionnels urinaires. Mais je pensais à la pyélonéphrite et en quoi est-ce qu'on va chercher à évaluer, c'est l'impact de cette nouvelle information sur l'hypothèse. On ne donne pas à l'étudiant de mettre une probabilité de l'hypothèse. On demande à l'étudiant d'évaluer l'impact de cette information sur l'hypothèse. C'est vraiment ça, et c'est vraiment cet élément-là qui est l'élément principal. Même si l'hypothèse est très probable, si la nouvelle information n'a aucun impact dessus, c'est 0. Ce n'est pas parce que l'hypothèse est très probable qu'on va mettre plus 2. Ça, c'est vraiment un élément important. Et donc, l'hypothèse, la nouvelle information peut conforter, ne pas avoir d'impact ou la rendre moins probable. Voilà. Et la notation, on a un point, on demande à 15 ou 20 experts de participer. Si l'étudiant répond comme la majorité des experts, il a un point. Et s'il répond comme une minorité d'experts, eh bien, la note, c'est le nombre de cette minorité d'experts divisé par le nombre des experts qui ont voté sur la réponse dite modale, celle qui a reçu le plus de réponses, c'est-à-dire 3 sur 12. Là, si on coche pas d'impact, 0, c'est pas 3 sur 20, c'est 3 sur 12. C'est-à-dire s'il y a sur 20 experts, la réponse 0 qui a eu 9 experts et la réponse plus 1 qui a eu 11 experts, on voit que la réponse 0 ou 1 vaudra à peu près la même chose, 11 sur 11 ou 9 sur 11. Alors que si on se retrouve à 1 et 19, eh bien, ce sera beaucoup dévalorisé. J'ai terminé. Merci beaucoup, Damien. On va enchaîner tout de suite avec Éric Le Chevalier qui va nous parler de LISA. En pratique, je te laisse, je ne sais pas, tu avais mis ton diaporama oui. dans la case adaptée, donc ouais. Je te laisse aller le chercher. Ça, c'est la clé de Damien, et c'est plutôt là que tu vas trouver normalement ton topo. Celui-là, oui. Voilà. Et donc, on va partager l'écran. Là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de vous parler du livret de suivi des apprentissages, car je crois que c'est un des progrès très importants de cette R2C. Ce livret avait été demandé et était en forte attente des étudiants. Aujourd'hui, depuis janvier, le livret est fonctionnel, est opérationnel et il répond en partie à ce qui était attendu et demandé. Vous voyez que c'était à l'instigation de la conférence des doyens de 2015, donc il a fallu 7 ans pour y arriver, et on a un livret qui cumule les connaissances de la R2C, les compétences, qui est numérique, qui est unique, qui est d'accès gratuit, qui est actualisable, on verra, sur le système Wiki, qui peut être exporté en PDF et donc qui peut être imprimé, voire imprimé à la demande. Il est facile d'accès, il est d'accès en permanence, nuit et jour, si vous êtes dans le métro ou si on est en stage. Et puis, il est évolutif. Donc là, je vous ai mis le QR code, vous pouvez le flasher, vous pouvez, pendant cette présentation, regarder le LISA, ou alors vous allez sur CIDES, UNES, LISA Accueil pour aller sur le LISA et pour souligner aussi l'investissement de l'UNES pour accomplir cet outil unique.
il faut vos codes et identifiants universitaires. Si vous n'êtes pas universitaire, eh bien, vous pouvez demander un accès, que vous êtes un accès à un compte non universitaire. Si vous le consultez sur votre smartphone, allez en bas de la page et c'est plus simple de désactiver la fonction mobile quand vous êtes sur votre smartphone. Moi, c'est ce que je fais, mais ceci dit, vous pouvez y accéder de n'importe quel PC. Et sur ce livret, eh bien, on retrouve les 367 fiches communes, c'est-à-dire qu'il y a une seule fiche par item. Et il y a eu un énorme travail donc, de répartir les items, de désigner des collèges en coécriture, des collèges en relecture, et ce qui aboutit à une seule fiche qui sur ce LISA. Ces items, eh bien, on a vu, il y a des rubriques, il y a des intitulés, et il y a près de 5000 items qui ont été rédigés par l'ensemble des collèges et qu'il faut remercier. Benoît Weber tout à l'heure parlait de la valorisation de la pédagogie. Je pense que les auteurs et ceux qui sont impliqués dans le LISA méritent des points SIAPS. Il y a la rubrique 3 de la grille actuelle où on peut donner des points SIAPS. Moi, personnellement, de mon collège, j'ai donné des points SIAPS aux patrouilleurs et aux rédacteurs. Peut-être que dans la nouvelle fiche, ça sera un petit peu plus identifié. Et puis, point important aussi, ce n'est pas uniquement des connaissances, on retrouve aussi les situations de départ, les compétences, les 356 situations de départ qui vont correspondre aux attendus d'apprentissage pour la simulation, en particulier pour les écosses. Alors, quand vous êtes sur le LISA, les fiches de connaissances, elles sont identifiées 2C-XXX et les situations de départ SDD XXX. Alors, le système Wiki, eh bien, c'est le système de Wikipédia, c'est-à-dire que vous avez un accès à la fiche, et bien que vous soyez, si vous êtes un enseignant, vous pouvez demander une modification et les patrouilleurs, le collège concerné va valider ou pas la modification qui est demandée. Et ces modifications, elles sont faites en temps réel. Il faut bien sûr le travail des patrouilleurs qui vont suivre les modifications demandées. Alors aujourd'hui, elles sont traitées au fil de l'eau. Probablement qu'avec les échéances, par exemple pour l'EDM d'octobre, il va bien falloir à un moment ou à un autre figer et empêcher les modifications. C'est en cours d'arbitrage. Il faut se mettre aussi du côté des étudiants. Nous, enseignants, eh bien, on a notre fiche, on la regarde de temps en temps, mais les enseignants les étudiants vont se servir de cette fiche LISA pour faire probablement une fiche personnalisée. Et quand ils auront regardé la fiche LISA il y a 3 mois, il faut que quand ils regardent la nouvelle fiche LISA, il faut que ce soit facile à identifier les modifications qui ont été apportées. Et ça, on en a parlé, c'est possible et c'est réalisable. Et puis, ça permet un formidable échange entre les étudiants qui peuvent laisser des commentaires, entre les étudiants et les enseignants. Et ça, c'est un outil qui fait une possibilité qui n'existe pas pour le référentiel papier. Et probablement aujourd'hui, la version de janvier 2022 ou septembre 2022, quelle sera la fiche LISA dans 5 ans? Avec toutes ces évolutions, et on peut penser que peut-être dans l'avenir, cet outil sera peut-être un référentiel unique. Donc, pour chaque collège, il y a un investissement, il y a un référent fiche connaissance, un patrouilleur, un copatrouilleur pour les modifications. Et vraiment, c'est un gros travail et il faut les remercier. Alors, quand vous allez sur ce QR code ou sur la fiche d'accueil, voilà, vous avez cette page d'accueil avec les connaissances, les situations de départ, les différents types de compétences. Et puis dessous, là, vous avez des tutoriels. Si vous cliquez, alors vous pouvez aller chercher, vous pouvez mettre adénopathie, fièvre, et puis vous avez tous les items qui sont en rapport avec adénopathie, fièvre, sarcoïdose, pyélonéphrite, et c'est converti en items. Ou autrement, vous pouvez aller chercher les fiches de connaissances. Vous connaissez le numéro, vous mettez 2C- et puis le numéro de l'item, ou alors vous allez cliquer
cliquez sur les items de connaissances qui apparaissent par ordre, ou alors vous allez ici sur les listes, sur les fiches de connaissances et vous avez les collèges. Là, par exemple, j'ai choisi le collège de neurologie. Vous voyez qu'il y a le référent de la spécialité, il y a un patrouilleur, un copatrouilleur, le comité éditorial est accessoire, et dessous, vous avez tous les items de la R2C qui se rapportent à ce collège. Et sur vous retrouvez le numéro des items, l'intitulé en lien hypertexte. Eh bien, l'étudiant clique sur le premier item, déficit neurologique récent, l'item 91, l'intitulé de l'item, le collège qu'il a fait. S'il y avait eu un autre collège, il y aurait eu un autre collège en écriture, le collège en relecture, toutes les situations de départ qui s'y rapportent. Et là, vous pouvez là encore cliquer, il y a un lien entre les connaissances et les situations de départ, et puis là, vous avez tous les intitulés de connaissances, et là, vous défilez, on fait la première, et vous avez la définition d'un déficit neurologique récent, et puis, eh bien, vous repassez à la page suivante, ou alors vous pouvez aller sur la version imprimable, et vous avez l'entièreté de l'item qui apparaît en PDF, qui peut être imprimé, et éventuellement, on peut s'orienter vers une impression à la demande des items qui concernent. On bascule vers les situations de départ, les DDXX. Là encore, vous connaissez votre situation de départ, douleur chronique, analyse des bicarbonates, ou alors vous allez dans la liste ici et vous avez les situations de départ classées par ordre alphabétique avec leur identifiant. On peut aller sur découverte d'une anomalie à l'auscultation pulmonaire. Eh bien, vous avez la famille, vous savez qu'il y a 5 grandes familles pour les situations de départ. Là, c'est une famille de symptômes et signes cliniques, les connaissances qui s'y rapportent et les connaissances qui ne s'y rapportent pas. Et on voit d'emblée la possibilité, le potentiel d'utiliser ces fiches LISA pour la simulation et pour préparer les écosses. Et vous continuez. Dessous, vous avez les attendus d'apprentissage qui sont en 3 grandes catégories. L'apprentissage de famille, qui correspond aux 5 familles des situations de départ. Là, on est anomalie de l'auscultation pulmonaire, c'est la famille symptômes et signes cliniques. Je vous rappelle que les situations de départ ne sont pas des contrôles de connaissances, c'est du raisonnement, c'est l'essence de la R2C, donc on ne va pas demander savoir ausculter un patient. Ce n'est pas ça une situation de départ. Vous voyez qu'en fonction du domaine ou de la compétence générique, eh bien, on va demander une annonce, expliquer au patient les hypothèses étiologiques. Alors ça, c'est pour les attendus d'apprentissage dans la famille. Les attendus d'apprentissage plus spécifiques, décrire la sémiologie, par exemple, de l'anomalie auscultatoire, c'est l'examen clinique. Et puis, vous avez un 3e type d'attendu d'apprentissage qui est la valorisation en stage. Alors, ça peut être un geste, ça peut être une auscultation. Et on voit que, par exemple, pour préparer un écosse, eh bien, il va falloir faire une vignette ou une situation clinique. Et on va identifier 3 objectifs, 3 attendus d'apprentissage pour préparer l'Écosse. Alors, les étudiants, eh bien, les utilisations, eh bien, il y a la partie enseignant, hein, nous, on y est dedans, mais il faut se mettre aussi côté étudiant. Eh bien, les étudiants y ont accès, c'est gratuit. Ils ont ça c'est un point, à mon avis, très très fort. Sur la fiche connaissance, vous avez la version officielle des A et B, ce qui n'est pas toujours le cas dans les référentiels papier où parfois les rangs A et B sont un petit peu discordants. Là, les rangs A et les rangs B officiels sont identifiés sur les fiches LISA. Alors, aujourd'hui, référentiel papier ou fiche LISA, je pense que les deux sont complémentaires, il n'y a pas de concurrence. Les étudiants travaillent beaucoup avec des fiches personnalisées. La fiche LISA, c'est le minimum à savoir. C'est l'ébauche de leur fiche qui peut être incrémentée avec le référentiel papier pour aboutir à des fiches personnalisées, actualisées, bien sûr, avec les suivis. Alors, ça va bien sûr aussi préparer les étudiants aux écosses. Lors des stages hospitaliers, par exemple ici, on fait la visite, on voit un patient qui a une fièvre, eh bien,
on est dans un service de chirurgie, on ne sait pas exactement ce qu'est la fièvre, eh bien, on regarde, ça n'existe pas, eh bien, on regarde item fièvre ou hémoptysie et il y a l'interne, l'étudiante, eh bien, on regarde et on fait de l'enseignement avec la fiche LISA sur le smartphone. Et puis, les étudiants aussi peuvent s'auto-évaluer mutuellement avec leur smartphone ou leur PC en se posant des questions sur les fiches de connaissances. Pour nous, eh bien, c'est un formidable outil pour préparer les cours. Aujourd'hui, on l'a vu avec la docimologie, les rangs A, les rangs B. Il suffit d'aller sur la fiche LISA de connaissances et puis on sait si c'est un rang A, si c'est un rang B. Pour préparer les écosses, on part des situations de départ et puis on construit facilement l'écosse. Donc, l'encadrement en stage, la préparation des contrôles de connaissances, l'outil LISA est vraiment très, très important. Et puis aussi, bien sûr, on peut faire de la classe inversée où on demande à un étudiant de préparer une situation clinique. Et puis, peut-être que l'avenir, eh bien, les étudiants de troisième cycle continueront à se servir du LISA qui aura été modifié, et puis pourquoi pas en post-DES. Donc il y a une forte implication de l'UNES avec une ingénieure pédagogique, un développeur, probablement un ergonome, un comité de suivi LISA qui se réunit une fois par mois avec la CNCEM, la conférence des doyens, l'AMNEF, et je suis ravi de vous présenter Sarah Dobrès qui rejoint le comité LISA et un ingénieur pédagogique de l'UNES. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucun item manquant. Il y a quelques intitulés de connaissances manquants qu'on est en train de récupérer. Mais vous voyez, il y en a moins de 16 sur près de 5000. Donc, aujourd'hui, le LISA est complet et fonctionnel. Bon, il est probablement améliorable et il va être amélioré. Vous voyez qu'il y a presque 37 000 utilisateurs inscrits. Dans des pics de fréquentation, on est à 12 000 connexions, c'est-à-dire des pages vues. Et vous voyez que ça ne remplace pas quand même la version papier, mais dans certains collèges, il est utilisé à plus de 85%. Ça dépend de l'ancienneté du référentiel papier, de la qualité de la fiche LISA, puisqu'il y a quand même des petits points à améliorer pour ce LISA. Donc, ça repose quand même sur du bénévolat. Donc, il y a des fiches, on sait très bien qu'elles ne sont pas parfaites, qu'elles sont trop succinctes, qu'elles sont trop compliquées. Il va falloir travailler et les harmoniser. Il va falloir suivre et répondre aux étudiants, faire les actualisations, probablement augmenter un petit peu l'iconographie et en l'améliorant, faire le suivi des feedbacks, peut-être favoriser une navigation un peu plus intuitive, améliorer la version imprimable, aider les patrouilleurs en facilitant leur travail. Et puis, bien sûr, vous voyez que ça va demander des ressources humaines importantes. Et donc, on a des demandes de financement en cours. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. C'est une prouesse d'avoir présenté tout ce travail de 3 ans en très peu de temps. Donc, merci infiniment. En pratique, donc, il nous reste normalement aucun temps. Et donc, habituellement, on essaye de finir à peu près à l'heure. Je vous propose qu'on prenne 10 minutes pour la discussion sur la R2C. Et puis ensuite, je dois quand même vous présenter les perspectives et je m'engage à le faire en 5 minutes. Et ça nous ferait finir à 15. Et si ça vous va, on attaque sur le feu roulant des questions. Donc, on commence avec Jacques Baudard, qui est en pleine forme depuis le début et qui va attaquer le premier avec la première question. Venez. Bonjour, merci. Benoît Weber est à distance et puis Eric Vous m'entendez ou pas me rejoignent. Vous m'entendez, Luc, ou pas? Oui. C'est une question pour Benoît Weber, en fait, sur les stages de 6e année. Est-ce qu'on est dans un carcan où, parce que je pense qu'on est tous à essayer de repenser cette 6e année pour la rendre plus adaptée, plus intelligente et renforcer les compétences, et qu'il ne s'agit pas seulement de faire de l'horaire en étant en stage temps plein. Est-ce qu'on est dans un carcan de stage temps plein ou est-ce qu'on a le droit de penser le modèle avec du stage mi-temps, du stage temps plein et des choses qui permettraient même éventuellement pour les étudiants qui le voudraient de revenir en stage après les écosses, c'est-à-dire dans les périodes de 4 mois qui vont suivre les écosses nationaux?
Alors, je ne pense pas qu'on soit dans un carcan. La seule chose qui est clairement imposée, c'est les 36 mois de stage sur le deuxième cycle. Mais c'est vrai que la conférence des doyens avait imaginé favoriser des stages plein temps en 6e année dans l'idée de la formation à la compétence, c'est-à-dire mettre vraiment plus ces étudiants dans un rôle particulier d'externes seniors, en quelque sorte, hein, pour qu'ils puissent, dans les services, jouer un rôle plus approfondi. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait de carcan strict au jour d'aujourd'hui. Par contre, faire revenir vos étudiants, moi j'essaie de le faire après les ECN actuellement, c'est très compliqué. Hein. Faire revenir vos étudiants pour l'été de la 6e année, bravo si vous y arrivez, je n'y crois pas trop. Hein. Alors sur la base du volontariat, quelques-uns soit sont FFI, ça c'est très très bien, soit viennent exceptionnellement. Mais enfin, c'est 1 ou 2 étudiants sur une promo de 250 en ce qui me concerne. Voilà. Voilà, donc une réponse un peu incomplète, mais je ne crois pas qu'il y ait de carcan à l'heure actuelle, non. Mais aussi sur les mêmes chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres questions bien à remettre pour la pneumologie? Et ensuite, nous donnerons la parole à la NEP. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question pour Benoît Weber. Vous m'entendez? Oui. Sur la surpondération par groupe de disciplines dans l'ECOS national. Comment vous allez faire? Sachant que, si j'ai bien compris, il y a 13 groupes de disciplines et 10 ECOS. Il y a 10 stations ECOS, oui, et 13 groupes de disciplines. Comment on va pouvoir pondérer toutes les disciplines? C'était ça un peu ma question. Et donc, les items de rang B seront finalement affectés à une discipline, hein, puisque les items de connaissances, ils correspondent bien dans le programme à une discipline, et ils seront valorisés probablement d'ailleurs très peu, hein, au départ, parce qu'on ne sait pas très très bien où on va, et donc ça sera de l'ordre de 1,1 ou 1,2 le coefficient de pondération. Mais ça va être la mise en place de l'algorithme de traitement des notes, hein, qui le permettra. Donc le principe, je le connais, la réalité pratique, je ne la connais pas. Ok. La question, parce que cette pondération des 13 groupes de DES s'applique aux connaissances de rang B pour les EDM. Mais dans ce domaine de compétences, ont été répartis par 5 groupes de typologies d'activités, activités chirurgicales, activités médicales, enfin, il y en a 5 différents. Et pour chacun des 5, il y a eu 5 domaines de compétences sur les 11 qui sont valorisés. Donc, ce n'est pas le même groupement de DES, en l'occurrence, pour la pondération des écoles et des domaines de compétences par rapport aux 13 groupes de DES, et les items sont répartis sur les EDM. Absolument, je suis d'accord avec cette réponse. Ok. Benoît Weber confirme. Je vais peut-être donner la parole à Sarah Daubresse qui, pour la NEM, je souhaitais intervenir. Vous savez qu'on a un problème de micro. On n'a pas de micro filaire. Donc, comme ça, Sarah, je te laisse le micro et je baisse le son dans la… Voilà, vas-y. Oui, donc bonjour à tous. Donc, moi, c'est Sarah et du coup, je suis vice-présidente en charge des études médicales à la NEMP. Donc, merci pour vos présentations. J'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit, M. Weber. Vous avez parlé d'une grille commune pour le parcours. C'est vrai que nous, le parcours, on l'avait quand même envisagé de manière à ce que ça soit assez libre dans les facultés pour l'évaluer. On avait plutôt évoqué un vadémécum dans mes souvenirs. Du coup, j'aimerais savoir un petit peu comment va être élaborée cette grille parcours commune dans les UFR. Et pour revenir du coup sur les fiches visa, donc en effet, on est très reconnaissant du travail que vous fournissez. Merci beaucoup. Enfin, ça aide beaucoup les étudiants actuellement, en effet, pour des aides à la fiche pour l'instant. L'objectif idéal, en effet, ça serait que ça devienne un référentiel unique parce qu'actuellement, nous, on est contraints de, en général, acheter des référentiels qui sont extrêmement chers pour nous, qui engendrent un coût qui peut atteindre pratiquement 1 400 € si on achète tous les collèges. Donc, c'est une somme qui n'est pas négligeable pour des étudiants en médecine. Donc, vraiment, si vous continuez à alimenter ces fiches visa
et qu'on arrive à faire quelque chose de très complet et avec une ergonomie qui est très lisible pour les étudiants, je pense que c'est un projet qui pourrait soulager la précarité des étudiants en fait. Voilà. Je suis sûr. Donc, merci. Donc, je vais le prendre en fait. Excuse-moi. Merci Sarah. Je reste là parce que je pense qu'il va y avoir un échange. Moi, je voulais juste insister sur le fait que j'ai rencontré en effet les étudiants de la NEMF, nombreux en assemblée générale, me disant dès 2015-2016, c'est pas possible, il faut un référentiel unique. Ce référentiel unique, si on se mettait au boulot et encore, si on avait tous les mêmes éditeurs, etc., il faut 5 ans. Parce que sur une question, il faut 4, 5, 6 collèges, 2 représentants par collège, et c'est très compliqué. Donc l'ISA, c'est une manière de vous répondre. Oui, on est d'accord avec vous, on essaye d'aller dans cette direction et de prendre le temps, après, de se poser pour voir comment on peut progresser. Donc, pour l'instant, ce n'est pas censé être exhaustif, une fiche, mais c'est censé contenir l'essentiel, ce qui explique un peu d'hétérogénéité. Vous nous avez fait remarquer que certaines fiches sont squelettiques, d'autres sont plutôt joufflues. Donc, on va travailler à ça. Mais voilà, on est dans quelque chose qui va progresser, mais ne croyez quand même pas que ça va supprimer les référentiels des collèges. En tout cas, pas aujourd'hui. Après, du coup, pour revenir sur les référentiels, c'est vrai qu'il y a certains collèges quand même qui ont réussi à mettre les PDF des collèges actualisés en ligne. Ils ont réussi à négocier ça dans les contrats. Et c'est vrai que si on arrivait à faire ça avec chaque collège, ça serait une victoire énorme pour nous. Et là, j'insiste encore, c'est qu'il y a au moins un éditeur qui bloque toute possibilité parce qu'en fait, il ne souhaite pas que le numérique soit exploité par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et là, ça pose d'autres problèmes qui vous dépassent et qui nous dépassent aussi parce que malheureusement, certains d'entre nous ont signé sans tout à fait se rendre compte. Merci beaucoup, Sarah. Pour que les personnes à distance interviennent, il faut que je donc fasse une manip, mais du coup, je donne tout de suite la parole à Damien Roux pour répondre à la question qu'est-ce qui va être important pour le conseil scientifique médical? Est-ce que c'est finalement le référentiel collège ou la fiche LISA? Et donc, c'est D, la réponse D, à savoir que sont les arrêtés, le programme, en fait. C'est la seule chose qui s'oppose réellement à nous. Ce qui n'a pas toujours été respecté. Quand on parle de traitement du cancer du sein, ce n'est pas au programme. Et des questions sont déjà tombées dans les années antérieures, ce qui est une erreur, je pense. Donc déjà, si on fait vraiment cet effort-là, ce qui est dans les arrêtés, le programme, c'est donc les 360 et quelques items avec les 5000 intitulés de connaissances. Ça, on n'a pas le droit de déborder ça. Ensuite, l'ISA ne peut pas être la référence dans le sens où il y a des fois, il y a beaucoup de choses et des fois, c'est vraiment squelettique et insuffisant. Et donc, en fait, on ne peut s'attacher qu'au programme qui est publié dans les arrêtés. Ce qui est sûr, c'est que si on prend tous les polis, on apprend 10 fois plus de choses que ce qu'il faut réellement savoir pour les ECN, parce que moi, chaque année, j'apprends des trucs, parce que je passe ma vie à ouvrir ces référentiels qui sont beaucoup trop larges, le plus souvent. Et dans les fiches LISA, ça semble pas trop large, mais de temps en temps, c'est peut-être un peu trop restreint. C'est la problématique d'un étudiant, c'est dire par moment, il y a une hétérogénéité. Donc, qu'est-ce que va faire le conseil scientifique? Est-ce qu'il va aller regarder ce que produit chaque collège? Moi, mon parti pris, c'est quand même de dire qu'à partir du moment où ça patrouille et ça corrige, la fiche LISA va être le point qui, normalement, serait le plus consensuel entre les collèges. Mais là, c'est encore vous qui allez nous le dire. Mais c'est aussi là une préoccupation importante des étudiants. Mais en tout cas, quand on regarde toutes ces choses-là, on a du mal, on n'a pas besoin. Qu'on a du mal, on n'a pas besoin d'être plus large que ce qui est présent déjà. En fait. Et moi, le plus gros succès, c'était il y a... on reçoit plein de lettres d'amour au CNG. Ensuite, je fais partie du jury national. On reçoit plein de lettres d'amour que je lis avec beaucoup de plaisir. Et celle qui m'avait le plus intéressé, c'était vraiment une description sémiologique simple d'un malade qui arrivait aux urgences, qui avait des antécédents d'hypertension, de diabète, et qui supportait pas, qui était dyspnéique et qui supportait pas d'être allongé.
Et on demandait quel était l'élément sémiologique qui était le plus en faveur d'un œdème pulmonaire. Puis il y avait d'autres choses, la dyspnée, il était un peu cyanosé, etc. Et là, l'étudiant, qui avait fini quand même 85e, qui était fils de PU, mais qui était très remonté contre nous, avait dit, c'est vraiment honteux, on ne trouve pas la réponse dans le collège, il faut aller en stage. Et donc, moi, j'avais pris ça comme un grand compliment, alors que pour lui, c'était vraiment quelque chose d'insupportable. Et donc, c'est pas écrit dans le collège, cette chose-là, mais c'est juste, on est capable d'en déduire. Et donc, la docimologie, elle est là. Et en fait, nous, on va de moins en moins loin, en fait, dans la profondeur des connaissances. Regardez les sujets des ECN. Bon, il y a encore des vieux sujets qu'on a dû mettre, mais regardez, ça commence par la sémiologie simple, et on commence souvent par une fin de premier cycle. Oui, du coup, après, c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, quand on a 2 supports de cours, ça impose aussi que, du coup, on va quand même comparer les deux et qu'il y a quand même des incohérences parfois entre les deux. Et c'est pas écrit malheureusement en détail dans le tableau d'hierarchisation, donc dans les textes. Donc, on n'a pas forcément la réponse et on a énormément de questions d'étudiants qui nous demandent, mais du coup, on fait comment pour choisir entre les deux, lequel est vrai s'il n'y a pas de recommandation de la HG. Eh ben, en fait, dans nos travaux, et sachez qu'on passe des heures et des heures à faire ça, c'est que quand on pose une question et qu'on sait qu'elle est traitée par plusieurs collèges, on ouvre tout. Et dès qu'on voit une discordance, moi je sais parce qu'au départ, je ne faisais pas partie du conseil scientifique, mais j'avais fait des corrections pour la fac et j'étais tombé sur un acrosyndrome. Et en fait, l'acrosyndrome, il y avait dans l'une des questions, quel est le premier bilan? Quel est le bilan initial? Et vous preniez les 3 collèges. Et les 3 collèges, c'est génial, il y a un tableau pour chacun des collèges, bilan de première intention. Et les 3 tableaux étaient strictement différents. Et en fonction du collège qu'on prenait, on répondait 3 fois différemment à cette question. Et donc ça, c'est le travail des collèges de se mettre d'accord entre eux. C'est bien que l'ANEM aide parce qu'elle spécifie, elle nous fait remonter des discordances entre collèges. Et puis, c'est le travail ensuite du collège scientifique et des experts de faire en sorte que ces questions franchement difficiles et douteuses et qui demandent à l'étudiant de savoir qui a écrit le sujet pour avoir la réponse, ça, c'est pas acceptable. Mais là, ça n'est pas pour nous. C'est tout l'avantage de l'ISA. Mais l'ISA va nous aider énormément. Et c'est une des questions typiques, en effet, où il y avait le plus de discordance. Ce que je vous propose, c'est qu'on en arrête là pour la discussion. Moi, j'ai quelques diapos à vous montrer. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. C'est pour vous dire quel est le cap de la CNCEM. Je vais me remettre sur le partage. Voilà. Donc, en pratique, le bureau est composé, vous l'avez vu, de 6 personnes. Vous avez vu la majorité des acteurs aujourd'hui. Julien Potcher, malheureusement, est absent et Élise Launay est secrétaire. J'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai une collègue à Cochin qui s'appelle Odile Launay et j'ai beau apprécier beaucoup Élise, il m'arrive d'avoir encore la langue qui fourche, mais ça va passer. Je tiens à les remercier tous pour leur travail énorme. Ils sont tous les mains dans le cambouis en train de travailler beaucoup et je pense que sans eux, on ne pourrait pas y arriver. Donc, je les remercie très sincèrement. On a des missions en cours sur les effectifs, le numérique et la simulation avec Olivier Farge, Pascal Stassini et Pierre Vidaillet. La CNCEM est apparue en 2015. Ces diapos, vous les connaissez, donc je passe, mais on n'avait pas de statut jusqu'en 2018. Ce n'est pas le syndicat des enseignants, c'est la mutualisation, l'imagination, l'inventivité d'idées. En pratique, ça aide à positionner les collèges par rapport au cabinet ministériel et à ce que les enseignants prennent part aux réformes. Nos statuts, on les a déposés en 2018 avec un regret, c'est que le CNGE ne nous a pas suivis à ce moment-là parce que ces statuts ne leur convenaient pas. On est paru au journal officiel en avril 2018 avec un premier bureau avec la vice-présidence d'Olivier Farge qui a été vice-président pendant 2 mandats. Et en pratique, on a eu un certain nombre de groupes de travail qui étaient des groupes de travail initiaux et qui ont évolué vers des tâches plus diversifiées et plus spécifiques que je n'ai pas le temps de reprendre. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ce n'est pas simple. Parce que si on écoute chacun des 65 collèges, voilà, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ce que je peux juste vous dire, c'est que s'il y en a 2, 3 qui commencent à foutre le bazar, ils vont vraiment foutre le bazar et je ne suis pas sûr qu'on y ait intérêt.
parce que plus on est soudé, plus on va dans le même sens, plus on y va vite et avec efficience. Et c'est dans ce contexte que moi, je préfère prendre une demi-heure au téléphone pour échanger, rencontrer un président de collège pas content pour qu'on ait le temps de discuter, plutôt de commencer à monter le ton ou à plus parler. C'est absolument pas la solution. On a tous les mêmes problèmes, en fait. Ce qui est important, c'est que la CNCEM a fait beaucoup de choses, mais ça, vous connaissez aussi ce diaporama et je passe, mais on a fixé des objectifs à 2 ans dans la dernière Assemblée générale au moment de notre réélection. Et par rapport à la sécurisation de la structure, on a modifié les statuts. Julien Potcher l'a fait, ils sont passés en préfecture. On a décidé d'élire un bureau en 2 vagues de recrutement. Et donc, nous aurons à faire l'élection de 2 nouveaux membres qui seront forcément 2 présidents ou présidentes de collège en fonction lors donc de la prochaine Assemblée générale en mars prochain. La problématique du financement est en cours. Soit 31 collèges ont participé, ont payé les 300 €. On va juste en dire un mot plus tard. Et il faut professionnaliser une partie des tâches pour qu'on fasse plus tout nous-mêmes, parce que quand on fait tout nous-mêmes et que c'est des choses répétitives et administratives, on ne les fait pas forcément bien. Et certains d'entre vous se plaignent de ne pas recevoir un mail, que je ne les ai pas rajoutés dans une liste de distribution. Et j'avoue que je commence à devenir un peu poreux parce qu'en fait, je fais probablement trop de choses. La refonte du site Internet, c'est fait. Et je vais vous montrer le travail de Pascal Stassini. En pratique, dans les objectifs, il y avait de contribuer à la mise en place au suivi des réformes. Ça, vraiment, c'est ce qu'on fait au quotidien. Le LISA, on vient de mettre en place le comité de pilotage et on va rencontrer les étudiants de l'ANEMF d'ici la fin du mois. On va les rencontrer avec le bureau de la CNCEM pour fixer un certain nombre de points communs de travail. Mais donc, Sarah participera aux réunions mensuelles du comité de pilotage. La première aura lieu probablement au début du mois prochain. On a des interactions donc avec les syndicats, aussi bien sûr avec l'ISNI, ISNARI, IMG. La qualité de vie des étudiants en santé, on est impliqué dans la refonte du CNA et on essaye de vraiment s'y impliquer. C'est Élise qui coordonne ça au sein du bureau de la CNCEM. Et la revalorisation des statuts HU, on en a parlé, mais on est partie prenante. Un groupe simulation, Pierre-Hugues Grosch, qui devait en parler, a dû nous quitter parce qu'il repart à Marseille. Mais il y a 3 collègues, Julien Potcher et Pierre-Hugues Grosch, au sein du bureau de la CNCEM. Pierre Vidaillet, qui est le président du collège des enseignants de psychiatrie et qui est très impliqué dans la simulation, en interaction avec la Soprasim et la conférence des doyens. Benoît Weber avait coordonné avec l'ancien doyen de Toulouse un groupe de travail qui avait permis d'obtenir des financements pour le 2e cycle. Et là, la mission, c'est vraiment d'essayer d'obtenir des financements pour le 3e cycle et de trouver des moyens de mutualiser ces aspects-là. Il y a des aspects légaux, législatifs récents, notamment sur le cadavre, qui posent un peu de problèmes. Et il faut arriver à sortir aussi de ces DU obligatoires qui permettent aux internes d'apprendre par la simulation leur futur métier, mais qui leur coûtent beaucoup d'argent. Le site de la CNCEM, je remercie beaucoup Pascal Stassini qui a fait un énorme travail. Voilà, un site New Look qui vous permet d'avoir des rubriques mieux identifiées, un accès rapide, qui est un site qui est déjà très consulté. Au moment où on a transmis à nos collègues de l'ANEMF l'existence de ce site, on a eu plus de 4000 connexions en une journée. On sait que les étudiants se sont connectés pour aller voir les maquettes et sont actuellement en train de choisir sur Céline CNG. Donc, l'idée, c'était vraiment de les aider, d'autant plus que sur le site, on a mis les maquettes actualisées. C'est un énorme travail qui a été fait par Élise, par Eric. Et là, je dois dire que voilà, on a une force de frappe, on a beaucoup de gens qui travaillent. Et le point important sur lequel je voulais revenir, c'est le montant des cotisations. C'est 300 €. Ça a été voté en Assemblée générale. 31 collèges ont payé après une relance. Certains collèges n'ont pas de statut, disent du coup, on ne peut pas vous faire un chèque. Donc, en fait, nous, par exemple, en médecine interne, on a ce problème. C'est la Société savante de médecine interne qui a fait le chèque. Ça peut être le CNP, c'est à discuter. Il y a un collège qui dit, moi, j'en ai rien à faire, je ne veux pas adhérer. Je vais discuter avec eux parce que je trouve ça très dommage. La CNCEM représente à l'ONDPS, représente dans les cabinets ministériels l'ensemble des collèges en dehors de la médecine générale. On défend vraiment tous les intérêts, on échange et voilà, on est vraiment là pour défendre les intérêts des collèges. Et si un seul
collège n'est pas représenté dans les réunions qui ont lieu dans les cabinets, malheureusement, c'est dommage pour lui. Donc, je pense qu'il faut discuter. Et cette cotisation, elle sera utile pour professionnaliser. Donc, voilà, j'ai fini. J'insiste sur le fait qu'il y aura des élections en mars 2023. On fera un appel à candidature en décembre 2022. Les candidats qui seraient partants, merci de se signaler. Éventuellement, vous pouvez nous appeler. L'idée, c'est vraiment de recruter des gens qui travaillent et qui sont là pour mutualiser les bonnes idées. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi je ne peux pas mettre ma secrétaire dans mon bureau, etc. Je pense que pour parler à quelqu'un qui est président de collège et lui faire des remarques, il faut avoir soi-même rencontré les mêmes problèmes. C'est comme si on disait à un enseignant d'une fac d'aller parler à un doyen d'une autre fac. Le doyen, il a ses problèmes. Entre doyens, ils peuvent se donner des conseils, mais de quel droit on donnerait des conseils? Voilà. Donc, c'est les présidents de collège, c'est comme ça, nos statuts sont comme ça. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses candidatures et au moins 2 candidats. Et j'espère que nous aurons un sexe ratio qui va s'améliorer parce que là, je pense qu'Élise se sent un petit peu seule en tant que femme au sein du bureau. Mais malheureusement, il n'y a pas eu plus de candidates. Donc, j'appelle vraiment à des candidatures et en particulier à des candidatures féminines. Voilà. On finit très en retard. Je regarde quelles sont les 2 remarques dans le chat. Ce sont des remerciements. Donc, merci aussi à vous d'avoir participé. La séance est enregistrée. Donc, on mettra l'enregistrement en ligne sur le site de la CNCEM ainsi que les PDF de toutes les présentations. Merci aux étudiants d'avoir participé. Et puis donc, on vous fera parvenir la date de la prochaine AG qui sera en mars 2023. Voilà, bonne rentrée à tous et à toutes.